Alors, pendant cette heure de cours, nous allons étudier le troisième point qui porte sur notre premier chapitre du système nerveux, qui sont les cellules du système nerveux. Alors, la manière dont on va s'organiser, eh bien, c'est un peu comme si nous avions une heure de cours classique. Donc, ce que je vais vous dire va vous aider normalement à comprendre. Et puis, les éléments que vous voyez inscrits, eh bien, vont constituer en fait vos notes de cours. Donc, c'est ce que j'aurais moi noté au tableau si nous avions été au cours ensemble. Donc, vous devez venir compléter vos notes avec ces informations. Alors, donc, vous avez un grand point 3 à noter, les cellules du système nerveux. Alors, au niveau des cellules du système nerveux, il existe deux grandes catégories au niveau de ces cellules. On a les cellules gliales et ensuite les neurones qui sont les plus connus. Alors, nous allons dans un premier temps nous consacrer aux cellules gliales. Alors, pour voir ces cellules gliales, je vous invite à regarder les documents 1 et 2 qui se trouvent à la page 68 de votre livre. Alors tout d'abord, quelles sont les caractéristiques de ces cellules gliales? Eh bien, elles ont les caractéristiques suivantes. Déjà, elles sont relativement petites par rapport aux neurones qui, eux, sont relativement grands. Elles ont une grande capacité à se diviser et elles sont très nombreuses. Elles sont en fait beaucoup plus nombreuses que les neurones. Alors, si nous regardons maintenant au rôle des cellules gliales, alors je vous suggère de ne pas forcément tout recopier dans vos notes, mais de plutôt faire un renvoi sur cette image qui se trouve à la page 68 de votre livre parce qu'elle est relativement bien faite. Donc vous n'êtes pas obligé de le recopier. De plus, il y a une espèce de petite légende qui peut vous aider à visualiser. Donc, quelle est la première fonction réalisée par ces cellules gliales? Eh bien, c'est la formation des gaines de myéline via les oligodendrocytes ou les cellules de Schwann. Alors ça, c'est un point qui va être détaillé juste après dans la suite du cours, donc ça peut paraître un peu obscur pour l'instant, mais ça ne le sera pas. Je vais déjà vous expliquer brièvement. En fait, donc les cellules gliales, ici un oligodendrocyte par exemple, va venir en fait protéger l'axone d'un neurone en s'enroulant autour. Mais donc je ne vais pas insister plus maintenant puisque ça sera détaillé juste après. Deuxièmement, on peut avoir un soutien et une protection mécanique des neurones contre les chocs. Donc c'est le point ici. Vous voyez que vous avez les neurones qui peuvent être enchâssés dans des cellules gliales ou supportés par des cellules gliales, tout simplement pour jouer un petit rôle de tampon, de protection physique, tout simplement, par rapport aux différents chocs, aux différents mouvements. Troisièmement, il est représenté ici, on peut avoir un contrôle et une régulation des différents transports entre le sang et les neurones. Donc, vous voyez, les cellules gliales font en fait la jonction entre les arrivées par une artère ou par un capillaire sanguin avant d'arriver jusqu'aux neurones. Donc, c'est quelque part filtré, trié via ces cellules gliales. Quatrièmement, ça va arrêter certaines substances toxiques. Donc, comme on a cette espèce de tri, eh bien, attendez, je ne trouve pas le 4. Voilà, ici également. Donc, c'est dans le même genre de fonction. Ça va arrêter certaines substances. Donc, ça permet certains échanges et ça bloque d'autres substances. Malheureusement pas tous, hein, puisque effectivement donc l'alcool, les drogues et les médicaments passent au niveau des neurones puisqu'on connaît les dégâts que ça peut leur causer, mais on a cependant certains éléments qui sont bloqués. Et finalement, ça va permettre de réguler les messages nerveux au niveau des synapses. Alors les synapses, ce sont également un paramètre que nous allons bien détailler dans le chapitre suivant. En fait, une synapse, c'est ceci, donc c'est la jonction entre deux neurones, par exemple, et en fait, les cellules gliales vont vraiment venir aider le passage de l'information d'un premier neurone vers un second neurone. Alors, passons maintenant au point 2b, 3b, pardon, les neurones. Pour les neurones, vous devez plutôt vous référer à la page 64, donc au document 1 et 2 de la page 64. Tout d'abord, vous devez pouvoir refaire le schéma légendé, en gros, d'un neurone. Vous voyez que le neurone il a une forme tout à fait particulière. Il a un corps cellulaire, ici, qui est une espèce de forme d'étoile. Ensuite, il a un long bras, que l'on appelle l'axone. Et finalement, il a une arborisation terminale. C'est toute cette zone-ci. Donc, il a comme s'il partait un petit peu dans différents petits sillages. Donc, comme si ça se divisait comme les branches d'un arbre, d'où son nom, arborisation terminale. Et au bout, nous avons les boutons synaptiques. Donc les boutons synaptiques ici, puis la synapse, c'est vraiment la jonction entre deux neurones. Donc je vous conseille, c'est de refaire un schéma la représentation d'un neurone dans votre cours. Et alors les termes que j'aimerais que vous connaissiez,
sont tout d'abord le côté de corps cellulaire, ici, d'accord, qui est l'ensemble de ceci, ou précarion, mais corps cellulaire, ça me suffit. Donc le noyau qui se trouve dans le corps cellulaire. Ensuite, les dendrites, qui sont ces petits prolongements qu'il y a au niveau de la tête cellulaire. D'accord? Alors, vous avez du réticulum ici autour du noyau, parce qu'il y aura fabrication de nombreuses protéines. D'accord? Donc, il y a quand même pas mal de réticulum endoplasmique rugueux. Ensuite, le terme axone qui m'intéresse. Et puis la notion de boutons synaptiques, qui sont donc en fait les extrémités. Et puis la notion de synapse, qui elle est vraiment la jonction entre deux neurones. Vous voyez, si vous avez la tête d'un nouveau neurone, d'un neurone 2, et donc vous avez la synapse qui est le petit espace qu'il y a entre le bout du neurone 1 et le début du neurone 2. Alors, toujours dans le neurone, comme vous aviez le schéma légendé, vous avez un second sous-point qui sont les caractéristiques du neurone. Alors, tout comme on avait les caractéristiques de la cellule gliale, quelles sont les caractéristiques du neurone? Donc, les neurones, ce sont des cellules qui vont permettre le transfert de l'information nerveuse entre les différentes parties du corps. Donc, nous avions les cellules gliales qui étaient surtout des cellules de soutien, des cellules qui venaient aider, et qui viennent aider quoi? Qui viennent aider en fait les neurones dans leur rôle. Et le rôle principal du neurone, enfin le rôle unique du neurone, c'est le transport de l'information électrique, donc de l'information nerveuse, d'un certain point du corps vers un autre point du corps. Alors les autres caractéristiques, mis à part leur fonction, c'est qu'elles ont une très grande durée de vie et qu'elles se divisent peu. Donc on a souvent dit que les neurones ne se renouvelaient pas du tout. Ça dépend en fait dans quelle partie du corps. Il y a quand même certains neurones qui peuvent se multiplier. Par contre, pour la grande partie de nos neurones, on a une certaine quantité au point de départ, à la naissance, qu'il faut bien conserver parce qu'ils ne se reproduisent plus par la suite. Alors, intéressons-nous maintenant à ce qu'on appelle la gaine de myéline qui entoure certains neurones. Alors, pour voir ceci, vous devez vous référer aux pages 66 et 67 de votre livre. Alors, j'ai bien dit de certains neurones parce que ce sont les neurones qu'on appelle les neurones myélinisés, mais certains neurones n'ont pas de gaine de myéline. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'une gaine de myéline? Voici sa description. Donc, je vous lis d'abord et puis je vous réexplique. La gaine de myéline est l'enveloppe blanchâtre qui entoure l'axone de certains neurones. Cette gaine est entrecoupée des nœuds de Ranvier. Ces nœuds sont des zones sanguines de myéline où l'axone est en contact avec le milieu extracellulaire. Alors, pour le dire clairement, ici vous avez un neurone, vous voyez, avec sa tête cellulaire, et puis ici vous avez l'axone. Et vous voyez que sur cet axone, on a ici ce qu'on appelle la gaine de myéline. Donc ce sont en fait des cellules qui sont tout entourées autour. Hop, voilà. Et donc à chaque fois, j'ai comme ça une zone où c'est renforcé. Ensuite, j'ai un petit espace qui est le nœud de Ranvier. Et puis encore une zone renforcée avec la gaine de myéline. Un petit espace, encore un nœud de Ranvier. La poursuite de ma gaine de myéline, etc., etc. Alors ce schéma-ci est également bien fait parce que c'est comme si vous faisiez une coupe transversale dans l'axone de votre neurone. Et donc c'est comme si vous le tranchiez et puis que vous le regardiez. Et alors qu'est-ce que vous verriez? Eh bien ici au centre vous avez l'axone qui est donc à une apparence circulaire parce que vous avez coupé dans un tube. Et autour on voit tout un ensemble de petites lamelles qui sont en fait une cellule qui est une cellule gliale, c'est ce qu'on va voir juste après, qui est enroulée un grand nombre de fois sur elle-même, voilà, et qui fait cette zone de protection. Si j'avais fait cette même coupure ici, au niveau du nœud de Ranvier, eh bien je n'aurais pas eu cette partie gris foncé, j'aurais juste vu la partie centrale qui est l'axone. Donc voilà, on le voit encore un peu mieux ici, ce que je vous ai expliqué juste avant. Ici, on a juste zoomé en fait sur la partie axone avec la gaine de myéline pour le voir un peu mieux. Donc il faut imaginer que ceci est fermé normalement, on a recoupé dedans. Donc vous avez bien l'axone qui est au centre et puis autour, vous avez cette gaine de myéline et puis par-ci par-là, vous avez les nœuds de Ranvier qui sont donc ces zones sans gaine de myéline. Donc, si on veut répondre maintenant à la question, la composition de la gaine de myéline, vous devez regarder les documents 2 et 4 qui se trouvent à votre page 66. Alors, de manière générale, la gaine de myéline, elle est formée par des cellules gliales qui sont enroulées un grand nombre de fois sur elles-mêmes autour de l'axone.
Alors, en fonction de l'endroit où on se trouve dans le système nerveux, eh bien, ce ne sont pas les mêmes cellules gliales qui interviennent. Parce que cellule gliale, c'est un terme qui est plutôt général, et à l'intérieur, il y a plusieurs sous-familles. Alors, si on est sur un neurone qui se trouve dans le système nerveux périphérique, les cellules gliales qui jouent le rôle de gaine de myéline sont ce qu'on appelle les cellules de Schwann. Et alors, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont relativement petites, celles-là, et elles viennent s'enrouler un très grand nombre de fois, jusqu'à 100 fois sur elles-mêmes autour de l'axone. Donc vous devez imaginer, par exemple, que vous preniez, vous devriez, comme si vous preniez un tube de dentifrice presque vide, et que vous veniez l'enrouler autour d'un crayon. Votre crayon serait l'axone, et tous les tours que vous pourriez faire avec votre tube de dentifrice seraient en fait la gaine de myéline, constituée de la cellule de Schwann. Et en fait, si vous faisiez ça avec un tube de dentifrice presque vide, vous auriez toute la fin du contenant de votre dentifrice qui serait projeté vers l'extérieur. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se produit ici avec le cytoplasme en fait de cette cellule de Schwann. Donc, elle vient vraiment s'enrouler très finement autour et elle vient pousser tout son cytoplasme sur la dernière partie, sur sa dernière partie, donc sur sa partie la plus extérieure. Et donc, si on regarde la composition de la gaine de myéline, toute la partie ici la plus interne, ce sont en fait toutes des doubles couches de phospholipides, puisque ce sont uniquement les membranes de votre cellule de Schwann, donc de votre cellule gliale. Alors, si vous ne vous trouvez pas dans le système nerveux périphérique, mais dans le système nerveux central, c'est-à-dire au niveau de l'encéphale et au niveau de la moelle épinière, eh bien, c'est plus ou moins le même principe, sauf que ce ne sont pas des cellules de Schwann, ce sont d'autres cellules gliales qui font le travail. Ce sont ce qu'on appelle les oligodendrocytes. Donc, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est juste une autre catégorie de cellules gliales. Alors, leur particularité, c'est qu'elles travaillent comme les cellules de Schwann, donc elles viennent s'entourer un grand nombre de fois autour des axones des neurones, mais la différence, c'est que les oligodendrocytes sont en fait des cellules beaucoup plus grandes qui ont différents prolongements. Et chaque prolongement vient en fait s'occuper de l'axone d'un neurone différent. Donc vous voyez ici, vous avez un seul corps cellulaire, et vous avez différents prolongements qui s'occupent d'axones différents. Donc c'est le même principe de base, sauf que voilà, la cellule s'organise de manière un petit peu différente. Et alors pour terminer ce cours de ce vendredi, eh bien, juste ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'il faut bien se rendre compte que tous les neurones ne possèdent pas cette gaine de myéline. Certaines sont dites amyélinisées. Ça veut dire que vous avez les axones qui sont là tout seuls. Alors, quand les axones sont là tout seuls, ils n'ont pas de gaine de myéline, mais ils sont quand même légèrement englobés par des cellules gliales, mais ces cellules ne sont pas enroulées tout autour. Donc, ça vient plutôt un petit peu comme un espèce de coussin sur lesquels les axones sont posés. Donc, ben voilà, on a fini le grand point 3 qui parlait des différentes cellules du système nerveux.